surtout de votre patience avec les petits problèmes techniques. On est en apprentissage et tout ça. Donc, je vais vous parler pour les 15 prochaines minutes comme le disait Nancy, de cette activité phare à l'Observatoire qui est l'enquête longitudinale sur la santé et le mieux-être au travail. Alors, donc, je vais vous présenter un peu, dans un premier temps, ce qu'est l'OSMET, pas l'OSMET, mais l'OSMET, donc l'enquête longitudinale sur la santé et le mieux-être au travail. Et par la suite, je vais vous présenter quelques résultats qu'on a obtenus sur les facteurs importants qui sont associés à la détresse psychologique et l'épuisement professionnel, des facteurs qui sont dans le milieu de travail, dans la situation hors travail, puis des caractéristiques individuelles. Alors, donc, dans un premier temps, qu'est-ce que l'ELOSMET? Donc, c'est une étude longitudinale, donc un suivi des personnes, des employés et des organisations, des entreprises sur une période de 5 ans. Évidemment, on a des visées peut-être un petit peu plus longues. Idéalement, si on pouvait suivre tout ce beau monde-là pendant une période de 10 ans, ça serait extraordinaire. Mais donc, 5 ans. Donc, l'objectif vise à suivre comme ça 100 milieux de travail et leurs employés sur une période de 5 ans. Alors, comment on a fait pour réussir à construire cette enquête longitudinale? Alors, première chose, il y a un recrutement des entreprises clients de deux de nos partenaires fondateurs, c'est-à-dire Solutions Mieux-être LifeWorks, qui à l'époque s'appelait Morneau-Shepell, donc une sélection de leurs clients, et aussi les clients de Croix-Bleue Médavie. Donc, nos deux partenaires nous ont fourni des listes de clients et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On tente d'intéresser ces entreprises-là à participer à notre étude. Essentiellement, c'est un questionnaire qui est développé, qui est administré par un responsable des ressources humaines qui va traiter de différentes caractéristiques générales de l'entreprise, taille, culture, les pratiques de gestion des ressources humaines, c'est important, pratiques de gestion à haute performance, les pratiques en matière de santé mieux-être et tout ce qui touche à la diversité, par exemple, et aussi des questions relatives à la productivité de l'entreprise, ses taux de roulement, son absentéisme, présentéisme, etc. Et à la toute fin, le consentement de l'entreprise à sonder les employés, donc pour être en mesure d'avoir des informations plus particulièrement sur les employés. Donc, quand l'entreprise nous dit oui, un questionnaire est aussi administré aux employés, soit le questionnaire est en ligne ou en présentiel, dépendamment de la possibilité pour les employés de répondre ou d'avoir accès à un système informatique, un poste informatique pour répondre à des questionnaires en ligne. Sinon, on peut se déplacer, nous, pour aller faire remplir nos questionnaires. Alors, essentiellement, ce questionnaire-là va parler des aspects reliés à la santé, va prendre des mesures, sur des aspects reliés à la santé mentale, détresse psychologique, épuisement professionnel et autres, des aspects touchant la santé physique, les troubles musculo-squelettiques, par exemple, tout ce qui touche l'environnement de travail, les conditions de travail, des situations aussi à l'extérieur du milieu de travail, comment ça va dans la famille, conciliation travail-famille, etc. Et évidemment, un ensemble de questions qui portent sur des aspects plus individuels, évidemment, genre, âge, traits de personnalité, etc. Alors, actuellement, les résultats qu'on a obtenus de cette collecte de données-là, donc un premier recrutement des entreprises s'est échelonné sur une période allant du 28 février 2019 au 26 février 2020. Donc, à peu près 1 an de collecte de données auprès des entreprises. Donc, au total, à partir des listes de clients qu'on a eu accès de nos deux partenaires, Solutions Mieux-être LifeWorks et Croix-Bleue Médavie, donc 1118 invitations ont été transmis à des responsables de ressources humaines. Là-dessus, il y a 439 personnes qui se sont branchées sur notre serveur et 217 entreprises gestionnaires des ressources humaines ont accepté de répondre à notre questionnaire. Ce qui nous donne un taux de réponse autour de 19 %. Si on prend ça sur le total des invitations, c'est pas inhabituel d'avoir des taux de réponse plutôt faibles lorsqu'on travaille avec des organisations. Par contre, si on regarde le taux de réponse pour les gens qui se sont connectés à notre environnement, là, on passe à 49 %. Donc, quand on réussit à attirer les gens sur notre serveur, donc on a une bonne chance de les amener par la suite à compléter le questionnaire. Si on regarde maintenant du côté des employés, donc actuellement, on a réussi à recruter 90 milieux de travail pour une collecte de données qui s'est échelonnée du 10 avril 2019 au 8 avril 2021, donc à peu près 1 an pour compléter à peu près 2 ans pour compléter cette opération-là auprès des employés. Donc, 6 998 invitations
ont été transmis là, par courriel pour amener les employés à participer à notre enquête. Quelques adresses de courriel, évidemment, étaient invalides. Au total, on a eu 3 944 employés qui se sont branchés sur notre serveur, puis là-dessus, 3 026 ont accepté de répondre à notre questionnaire, ce qui donne un taux de réponse, si on met ça sur l'ensemble des invitations, autour de 45 %, ce qui est vraiment très bon pour ce type d'enquête en ligne. Puis si on regarde le taux de réponse pour les gens qui se connectent à notre serveur, bien là, le taux de réponse passe à 82 %. Ça veut dire qu'on a une capacité, lorsque les gens se connectent à nos systèmes, généralement, on réussit à les amener à répondre à notre questionnaire. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le cycle 1, donc le premier cycle de collecte de données auprès des entreprises et des employés. Alors, si on regarde un peu la distribution là, pour le cycle 1 des employés qui ont répondu à notre questionnaire, on peut voir qu'il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes qui ont répondu à notre questionnaire, environ 59 % de l'échantillon est femmes. Une très faible minorité de tout ça s'identifie ni hommes ni femmes ou ont répondu à la catégorie haute en ce qui concerne le genre. Si on regarde maintenant la distribution selon l'âge, bien, vous pouvez voir que la majorité des employés ont 35 ans et plus. Une fraction de ceux-ci ont environ 16 % ont 18 à 34 ans et quand même une bonne proportion aussi sont un petit peu plus âgés, ce qui correspond au vieillissement de la population. Donc, des employés de 50 ans et plus pour à peu près 38 % de notre échantillon. Là-dessus, on a une belle diversité aussi de représentants de groupes minoritaires, soit autochtones, minorités visibles, minorités culturelles, pour à peu près 22 % d'échantillons. C'est des questions qu'on se pose également à l'Observatoire. Est-ce qu'il y a des aspects particuliers qui relèvent d'appartenance à des groupes minoritaires? Donc, il y a assez de personnes, je dirais, dans l'échantillon qu'on a constitué jusqu'à maintenant pour être capable de faire avancer les connaissances sur ces questions. Alors maintenant, je vais vous présenter un peu les résultats qu'on a obtenus jusqu'à maintenant. Ce n'est pas les résultats finaux. Il reste encore peut-être quelques petites vérifications avant de dire, voilà, c'est conclu, on a terminé l'opération. Donc, quels sont les facteurs importants qui sont dans l'environnement de travail, hors travail, puis des caractéristiques individuelles qui vont s'associer à ces problèmes de détresse psychologique puis d'épuisement professionnel? Alors, dans un premier temps, ce que vous avez devant vous, c'est un peu la prévalence de ces problèmes de détresse et d'épuisement professionnel au sein de l'échantillon, le cycle 1, les 3000 personnes et plus qui ont répondu à notre questionnaire. Alors, on peut voir qu'évidemment, il y a une bonne différence quand on mesure la détresse psychologique ou l'épuisement professionnel. Il y a beaucoup plus de personnes qui rapportent de la détresse que de personnes qui vont rapporter des problèmes d'épuisement professionnel. Et évidemment, vous pouvez voir là, qu'il y a des variations importantes. Dépendamment de la période où on a collecté nos données, si vous prenez par exemple la différence entre les gens qui ont répondu avant la pandémie de COVID puis les gens qui ont répondu pendant la pandémie de COVID, écoutez, en moyenne, on est à 37 % de détresse psychologique. Là, c'est caché par 37-38 % de détresse psychologique dans l'échantillon. Pour les gens qui ont répondu pendant la pandémie, ça passe à 45 %. Donc, on peut voir qu'il y a un effet de contexte assez particulier là, qui s'attache à la pandémie. Des différences aussi observées selon le genre, des différences hommes-femmes, un petit peu plus de détresse psychologique chez les femmes, un petit peu plus de symptômes reliés à l'épuisement professionnel et des variations aussi selon l'âge. Ce qu'on va observer en général, c'est des symptômes moins importants chez les travailleurs plus âgés. Donc, les travailleurs de 50 ans et plus vont avoir tendance à rapporter moins de symptômes de détresse et moins de symptômes d'épuisement professionnel. Donc, c'est un peu le profil, ça, qu'on observe dans un premier temps sur la distribution de ces prévalences de détresse et d'épuisement professionnel selon certaines caractéristiques, âge, genre et avoir répondu au questionnaire avant ou pendant la pandémie. Alors, par la suite, on a tenté d'identifier, si on regarde la situation plus générale de la personne à travers ses conditions de travail, à travers ses situations de vie à l'extérieur du milieu de travail, puis ses caractéristiques personnelles propres, si on prend tout ça en considération, c'est quoi les facteurs qui vont ressortir comme étant les plus importants pour la détresse psychologique, pour expliquer la détresse psychologique ou l'épuisement professionnel? Alors, vous pouvez voir là, l'acétate que vous avez devant vous, là, qu'il y a quand même... Pourquoi moi, c'est pas... j'ai pas la même chose à mon écran que là, vous voyez mon mode présentateur. Je viens de m'en rendre compte.
Alors, c'est pas bien grave. Alors, vous pouvez voir qu'il y a vraiment une liste assez importante de conditions de travail qu'on a évaluées dans le cadre de l'étude, conception des tâches, tout ce qui relève des demandes et de l'environnement de travail, des relations sociales au travail et les gratifications ou les récompenses, tout ce qui relève de la situation familiale et du réseau social à l'extérieur du milieu de travail, puis du côté de l'individu, des questions de démographie, d'état de santé, d'habitude de vie, de traits de personnalité. Donc, essayez de comprendre ça de manière plus générale. Alors, qu'est-ce que vous avez ici dans un premier temps? C'est quand on prend tout ça en considération dans une même analyse. Qu'est-ce qui ressort comme étant important du point de vue de l'environnement de travail ou des conditions de travail? Alors, c'est assez facile à interpréter, là. Quand c'est en vert, ça veut dire que c'est associé à moins de symptômes de détresse ou moins de symptômes d'épuisement professionnel. Quand c'est en rouge, donc les éléments que vous avez en rouge, ça veut donc dire que le contraire, c'est associé à plus de symptômes de détresse ou plus de symptômes d'épuisement professionnel. Alors, si on regarde pour la détresse, essentiellement, ce qui va ressortir comme facteur, disons, favorable, c'est évidemment l'autorité décisionnelle, donc la capacité de la personne à prendre des décisions de façon autonome par rapport à son travail et tout ce qui relève de la reconnaissance en milieu de travail. Alors, donc, des éléments qu'on a discutés ce matin quand on parlait des risques psychosociaux, vous pouvez voir que ça ressort ici encore une fois. En rouge maintenant, comme étant les facteurs qui vont s'associer à plus de symptômes, bien là, vous avez les demandes psychologiques. Demandes psychologiques, c'est essentiellement ce qui relève de la charge de travail, du temps que vous avez pour faire votre travail, puis des demandes conflictuelles que vous pouvez rencontrer dans l'exécution de vos tâches. Ça c'est clair, ça ressort assez bien. Et vous pouvez voir aussi que ça ressort aussi pour l'épuisement professionnel. Tout ce qui relève des conflits et du harcèlement, évidemment, ça amène là aussi des gens expérimentés possiblement davantage de symptômes et tout ce qui relève enfin de l'insécurité d'emploi, un autre facteur qui va s'associer à l'expérience de symptômes plus élevés. Pour l'épuisement professionnel, donc les facteurs se ressemblent un peu. Vous avez l'utilisation des compétences au travail. Lorsqu'on utilise favorablement les compétences des personnes, ça semble amener un petit peu moins de problèmes d'épuisement professionnel. Vous avez le soutien de la supervision qui ressort comme étant un élément important pour favoriser moins de symptômes d'épuisement professionnel. Reconnaissance revient là aussi comme étant un facteur favorable et la justice procédurale. Dans quelle mesure que l'employé considère que l'organisation est juste dans l'utilisation et l'application de ces procédures avec les individus de l'organisation. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui concerne le milieu de travail, mais maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe sur la situation à l'extérieur du milieu de travail. Alors, on peut voir que si on compare la détresse psychologique ou l'épuisement professionnel, ce qui se passe à l'extérieur du milieu de travail semble avoir beaucoup plus d'importance pour s'associer aux symptômes de détresse psychologique. Pour ce qui est de l'épuisement professionnel, c'est moins important. Lorsqu'on vit en couple, on va avoir tendance à rapporter moins de symptômes de détresse. Par contre, les tensions maritales, les conflits travail-famille, autant le débordement de votre situation familiale sur ce qui se passe en milieu de travail ou au l'inverse, le débordement de ce qui se passe au travail sur votre vie. Dans les deux cas, vous voyez que ça amène davantage de symptômes de détresse. Pour l'épuisement professionnel, ce qui semble ressortir comme étant plus important, c'est vraiment le conflit travail-famille. Donc, c'est le travail qui déborde sur votre famille, le travail que vous amenez à la maison, les dossiers qui traînent et tout ça. Donc, la réduction du temps que vous avez pour être à la maison, ça semble être extrêmement important pour l'épuisement professionnel. Et en terminant, des aspects plus individuels reliés à la démographie, bien là, vous pouvez voir que dans les deux cas, il y a des éléments qui vont se relier à la détresse, d'autres davantage à l'épuisement professionnel. L'âge, donc plus on avance en âge, moins on semble vivre de symptômes. Les problèmes de santé chronique, ça c'est extrêmement important. Donc l'état de santé de la personne, ça va faire une différence pour la détresse et l'épuisement professionnel. On trouve ici un effet de la consommation de cannabis sur l'expérience de symptômes de détresse et évidemment tout ce qui relève du capital psychologique, donc un peu la capacité de résilience de l'individu, quelqu'un qui considère que ses actions sont efficaces dans la vie, il peut, bon, etc. Donc je ne ferai pas une grande discussion là-dessus, mais le temps me manque, il me reste 18 secondes. Alors on peut voir que ça favorise moins de symptômes.
Donc, en terminant, je vais terminer là-dessus. Nancy va être contente, il nous reste 10 secondes. On peut voir que les symptômes de détresse et d'épuisement professionnel dans la cohorte de l'Elosmet, les symptômes sont importants là, en termes de détresse et d'épuisement, que la situation de travail, hors travail, et des caractéristiques individuelles vont conjointement s'associer à ces problèmes de détresse et d'épuisement professionnel, ce qui demande donc et ce qui devient extrêmement important, de développer des approches qui vont davantage intégrer ces différents facteurs pour tenter de prévenir et d'intervenir sur les problèmes de santé mentale, détresse psychologique, épuisement professionnel. Donc, travail, situation hors travail et individu doivent être réfléchis lorsqu'on fait de la prévention ou de l'intervention sur ces questions. Voilà. Merci beaucoup, Alain, pour ce tour de la cour vraiment exhaustif de tout le potentiel en termes de réflexion que l'OSMET peut apporter.